Voilà, on est déjà pas mal de connectés. Donc, je vous propose qu'on débute. Donc, Viviane Kerlidou, moi je travaille au Technocampus Alimentation et donc on vous propose avec Sylvie Moison un webinaire qui est destiné à l'emballage alimentaire. Donc, je vais vous partager tout de suite le PowerPoint. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Sylvie, tu le vois bien? Oui, Parce oui, que, oui, 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 je le vois bien. Il y a juste toi dont le micro est activé. D'accord. Juste pour permettre le bon déroulement, s'il vous plaît, du webinaire, je vous demanderai, comme c'était précisé dans le mail d'invitation, de couper votre micro et votre caméra. Vous pouvez bien entendu poser des questions et à Sylvie et à moi, utiliser l'icône en fait qui apparaît sur votre écran, lancer la conversation. Dès que vous bougez la souris, normalement, vous voyez apparaître le bandeau. Et puis, si jamais on n'avait pas le temps de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Hein. Vous aurez l'ensemble de nos coordonnées, bien entendu, sur le PowerPoint. Le webinaire est enregistré, donc nous vous enverrons le lien de téléchargement vers l'extrait vidéo. Dès la fin de la réunion. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais vous dire un petit rappel sur le programme avant de laisser la parole à Sylvie. Donc, Sylvie va intervenir sur les aspects réglementaires, sur les emballages plastiques, papier, carton, notamment sur les évolutions à venir. Elle vous fera également un état des lieux et elle vous parlera des évolutions à court terme sur les notions de recyclabilité et de compostage. Et puis, elle évoquera enfin les évolutions réglementaires et législatives, notamment les interdictions qui vont arriver, les changements que vous serez amenés à devoir prendre en compte et puis les conséquences concrètes qu'il faudra intégrer au sein de vos entreprises. Et puis, pour conclure, moi, je vous dirai quelques mots des outils et des aides régionales qui existent et auxquelles vous pouvez faire appel si vous souhaitez innover en matière d'emballage alimentaire. Et je vous proposerai quelques événements pour la rentrée 2021. Voilà, je vais laisser la main à Sylvie. Est-ce que, du coup, Sylvie, tu me demandes de prendre le contrôle ou tu veux passer toi-même le diaporama? Écoute, je préférerais le passer moi-même si ça ne Ok, pas. je te laisse le mettre alors. Donc, tu me passes la main. Ah oui, je devais. Non, il faut que tu utilises, tu sais, l'icône partage de documents. Ok, donc il faut que j'utilise, que je télécharge mon propre document en fait. C'est ça, oui. D'accord. C'est bon, on le voit bien à l'écran. Si tu peux juste voilà, le mettre en format parfait. C'est impeccable. Merci Sylvie. Très bien, écoutez, merci Viviane donc, pour l'organisation de cette réunion. Merci à tous pour votre participation. L'IGEPAC est une association en 1901 située au Mans, spécialisée dans l'emballage alimentaire. Alors, je ne vais pas vous faire de présentation de l'IGEPAC. Vous êtes un certain nombre de nos adhérents à nous suivre cet après-midi. Pour les entreprises qui ne le sont pas encore, eh bien, je me permettrai dans les jours ou semaines plutôt qui viennent de vous recontacter ultérieurement et à ce moment-là, si vous l'acceptez, nous pourrons convenir d'un rendez-vous de façon à ce que je vous présente plus en avant l'IGEPAC. Donc, je vais vous faire un point sur la loi anti-gaspillage et économie circulaire avec un certain nombre d'interactions avec d'autres réglementations qui sont en cours. Je ne vais. Alors, il y a un retard dans la publication d'un certain nombre de décrets. Donc, je vais essayer de vous faire un point le plus précis possible au vu des éléments dont nous disposons actuellement, sachant que certains points sont liés à des projets de décrets que l'on a vus. Et cela ne veut pas dire qu'ils seront publiés en l'état lorsque le décret sera actif. Voilà. Donc, je vais vous présenter les objectifs globaux de cette loi, ce qui va être interdit, ce qui va évoluer, ce qu'il faudra mettre en place et ce qu'il faudra suivre. Alors, au niveau des différents points que vous voyez,
il y a des chiffres qui sont entre parenthèses. Ces chiffres renvoient à l'article de la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires ou davantage précis que ce que je vous ai cité, n'hésitez pas ensuite à vous reporter au texte de loi et à suivre et à vous repérer donc par rapport au numéro de l'article. Alors, les objectifs globaux que la France souhaite atteindre dans le cadre de cette loi anti-gaspillage et économie circulaire, loi qui vient en application de la directive européenne 2019-904. Tu te sors dans tes marquettes. Ah, pardon. Donc, cette loi française donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Cet objectif donc, passe par un objectif de réutilisation, de réemploi et de recyclage qui devront être fixés par décret pour des périodes de 5 ans, la première étant la période 2021-2025, puis ensuite pour chaque période consécutive de 5 ans. Cette stratégie devra être définie donc, par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Et il y a eu une ordonnance qui a été publiée et qui indique qu'il est demandé que les déchets ménagers et assimilés fassent l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ou d'un recyclage en orientant donc vers ces filières les 55% en 2025, 60% en 2030 et 65% en 2035. Il y a eu un projet de décret qui est passé, qui doit être prochainement soumis à consultation publique. Ce projet de décret prévoit donc que l'objectif de réduction soit fixé à 20% par rapport au gisement de 2018 et que ces 20% de réduction passent au moins par une 50% de ces 20% devront au moins passer par une conversion de l'usage du plastique à usage unique vers un emballage ou un matériau réutilisable. L'objectif de ce décret est aussi d'indiquer qu'il y a un objectif de recyclage de 100% des emballages, ce qui va supposer bien sûr qu'il y ait une filière de recyclage opérationnelle pour l'ensemble des matériaux. Il faudra que ces matériaux ne perturbent ni le tri ni le recyclage et qu'ils ne comportent aucune substance ou élément susceptible de compromettre l'utilisation du matériau recyclé. Ces objectifs montrent qu'il va y avoir une forte évolution et de fortes attentes par rapport non seulement à la mise en place des filières de recyclage, mais aussi par rapport aux évolutions des matériaux et donc un fort objectif d'aller vers des matériaux réutilisables ou réemployables. Alors attention parce que au niveau des définitions, selon que l'on soit sur la directive et donc sur cette loi AGEC ou sur le règlement plastique, les définitions sont divergentes. Au niveau de la réglementation des emballages, aptitude au contact alimentaire des emballages en plastique, un matériau réutilisable ou réemployable est un matériau qui est mis en contact à plusieurs reprises avec des aliments. Cette mise en contact peut se faire par des producteurs, des metteurs sur le marché, des conditionneurs, mais aussi par le consommateur qui trouve finalement son emballage, par exemple, de bac à glace pratique et décide de le réutiliser comme un emballage Tupperware. Dans ce cas, ça veut dire que l'entreprise metteur sur le marché va devoir s'assurer que son emballage est réutilisable puisque c'est un usage prévisible. Et le 15e amendement du mois de septembre de cette année a modifié les conditions d'analyse de migration pour vérifier l'aptitude au contact alimentaire d'objets réutilisables. Désormais, vous devrez faire 3 analyses pour chaque simulant. Donc, n'hésitez pas par la suite à me poser des questions.
Dans le cadre de la directive européenne et donc de la loi AGEC, un objet réutilisable, c'est différent. Un objet n'est réutilisable que s'il est mis sur le marché et ensuite collecté, lavé et réutilisé pour l'usage pour lequel il a été initialement conçu. Donc là, ça va supposer que si vous mettez un matériau ou un emballage réutilisable sur le marché, cela suppose que le consommateur ou l'utilisateur final, quel qu'il soit, cela suppose la mise en place d'un circuit de collecte, de lavage et de reconditionnement. Par rapport aux autres objectifs globaux, il y a une volonté marquée de réduire le gaspillage alimentaire d'ici 2025 de 50% par rapport à son niveau de 2015. Pour ce qui concerne les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective, et d'ici 2030, une diminution du gaspillage alimentaire de 50% par rapport à son niveau de 2015, pour ce qui concerne la consommation, la production, la transformation et la restauration commerciale. Donc là, on voit que l'ensemble des champs susceptibles de générer du gaspillage alimentaire sont pris en compte et qu'il y a des efforts qui sont demandés à l'ensemble des secteurs, y compris vous, dans le cadre de vos process. En objectif global également, il est prévu et souhaité donc une augmentation du taux de collecte des bouteilles en plastique pour boissons et un objectif de réduction de 50% d'ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché. Il aurait dû y avoir la publication d'un rapport de l'ADEME sur les taux de collecte aujourd'hui obtenus pour ces bouteilles et de ce rapport dépendra la future position prise sur la consigne, rapport qui n'est toujours pas publié. Dernier objectif global, la France, écoutez, je crois que là j'ai fait une erreur, donc excusez-moi, mais pour moi, on reprend un petit peu la même chose que tout à l'heure, donc c'est une erreur de ma part. Donc, une fois les objectifs globaux fixés, un certain nombre de mesures doivent être prises et le calendrier d'application va s'échelonner sur les prochaines années. Ce qui va être interdit à partir du 1er janvier, ça va être la mise sur le marché de paille, confettis, pique à steak, couvercle à verre jetable, assiette, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenant ou récipient en polystyrène expansé destiné à la consommation sur place ou nomade et bouteilles en polystyrène expansé pour boissons. Si on se réfère précédemment à la loi Egalim et au décret 2019-1451, il était d'ores et déjà prévu ces interdictions. Il y a une différence notoire, c'est que dans la loi Egalim et dans le décret de 2019, il avait été indiqué qu'allaient être interdits les saladiers en plastique. Donc là, avec cette loi AGEC, on n'a plus cette notion de saladier en plastique, mais de contenant ou récipient en polystyrène expansé. Donc, par sécurité, nous avons sollicité Maître Sylvain Martin, qui est un de nos partenaires et qui est un avocat spécialisé sur les questions de droit des emballages, que vous connaissez peut-être un petit peu de nom, puisqu'il a longtemps tenu la rubrique décryptée du magazine Emballage Magazine. Et nous lui avons demandé, est-ce que finalement cette loi AGEC rend caduc le décret d'application de 2019 et donc, est-ce que les entreprises vont pouvoir continuer à mettre sur les marchés des saladiers en plastique à usage unique dès lors que ceux-ci ne sont pas en polystyrène expansé? Et donc, la réponse, alors qui a été bien sûr beaucoup plus étayée que celle que je vais vous faire, mais la réponse est en effet que il sera possible de continuer à mettre des saladiers en plastique à usage unique sur le marché après le 1er janvier 2021, dès lors que ceux-ci ne sont pas en polystyrène expansé. Donc, s'ils sont en PET, s'ils sont en PP ou d'autres matériaux,
vous êtes dans la possibilité de pouvoir continuer à utiliser ces récipients, dès lors qu'ils sont destinés donc pour une consommation pour une seule personne. Dès lors que ces contenants ont des aliments dans une portion non individuelle, bien sûr, ça ne rentre pas dans cette réglementation. Sera également interdit à partir du 1er janvier 2021 la mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et la distribution gratuite de bouteilles contenant des boissons dans les établissements recevant du public ou dans les locaux à usage professionnel. À partir du 1er janvier 2022, donc l'État n'achètera plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les événements qu'il organise. Un décret devra paraître parce qu'il est prévu quelques exceptions pour des raisons de santé publique. Un autre point important, c'est le fait que tout commerce de détail qui exposera à la vente des fruits et légumes frais non transformés sera tenu de les exposer sans conditionnement composé pour toute ou partie de matière plastique dès lors qu'ils sont conditionnés dans des emballages de moins d'1,5 kg. Cet article a fait l'objet de consultations de la part du Conseil national de l'alimentation. Un rapport intermédiaire a été rendu, rapport intermédiaire qui montre en fait qu'il y a une très forte opposition entre les organisations des consommateurs et les organisations professionnelles. Pour un grand nombre de fruits et légumes, il a été envisagé différentes options avec des propositions de calendrier pouvant aller de 2022 à 2025, voire 2030. Par contre, le décret final qui doit lister les exceptions pour des produits devant échapper à ce décret, de même que les possibles aménagements de délais supplémentaires pour que la filière puisse s'organiser et se mettre en place, n'est toujours pas paru. Il n'y a pas non plus eu de rapport final du Conseil national de l'alimentation, mais simplement ce rapport intermédiaire. À noter que dans ce rapport intermédiaire, il n'était évoqué que les fruits et légumes, bien sûr, non transformés, mais non transformés du tout. Ça veut dire qu'un fruit ou légume coupé, d'après la position du Conseil national de l'alimentation, ne rentrait pas dans ce décret. De même, le CNA, dans son avis, a indiqué que cela ne concernait que l'emballage primaire qui servait réellement à contenir les fruits et légumes. C'est-à-dire que pour le Conseil national de l'alimentation, dans l'avis qu'il a émis, n'étaient pas concernés, par exemple, par ce décret, des étiquettes ou autres supports complémentaires à l'emballage de conditionnement. Devrait être interdit la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable. A priori, par rapport à ce point-là, il y a une notification qui a été faite auprès de la communauté européenne qui va devoir statuer. Pour l'ensemble de cet article numéro 77, il est prévu une publication du décret fin 2020, mais comme je vous l'ai indiqué, des décrets qui devaient être publiés fin octobre ne le sont toujours pas à date, donc on a au moins, je pense, 2 bons mois de retard. Dans ce qui va être interdit également à partir du 1er janvier 2022, tout ce qui est gobelets, couverts, assiettes et récipients utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile, s'ils sont à usage unique. Ça veut dire que le service de portage à domicile devra utiliser des couverts, récipients, assiettes et verres réemployables. Il devra y avoir un système de collecte mis en place et dans le projet de décret, il était prévu qu'étaient concernés par cette mesure tout service à domicile avec abonnement
prévoyant un minimum de livraison de 2 fois par semaine. Sera également interdite la position d'étiquettes directement sur les fruits et légumes, à l'exception d'étiquettes compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matière biosourcée. Là, on va dire que c'est potentiellement la fin de la position des étiquettes, puisque à date, des adhésifs à base de matière biosourcée qui aient des capacités de tenir sur des produits qui sont quand même dans des conditions généralement un petit peu fraîches, un petit peu humides, nous n'en avons pas vraiment. Donc, je pense que cette mesure mettra la fin des étiquettes sur les fruits et légumes. Et il sera également interdit l'utilisation des huiles minérales sur des emballages. Un projet de décret a mentionné qu'un arrêté préciserait ultérieurement les huiles, les molécules qui seraient concernées par cet article. Alors, si on prend la fiche papier-carton 2019-904 qu'avait établie la DGCCRF, qui avait prévu que dans les aptitudes au contact alimentaire des papiers et cartons, il devait y avoir des analyses prévues pour les huiles minérales, la DGCCRF, pour une fois, avait été relativement prudente, puisque pour les huiles minérales, il n'avait pas été précisé de taux, mais il avait été indiqué que cela serait indiqué et précisé ultérieurement. Donc, on s'était dit, c'est bien, on va éviter de reproduire la problématique du bisphénol A qui s'est produite il y a quelque temps. Ce que n'a pas fait la DGCCRF dans le cadre des aspects aptitude au contact alimentaire des emballages, nous sommes en train de le faire dans le cadre de l'aspect environnemental. Et en fait, il est probable que la France se retrouve encore une exception européenne avec cette réglementation qui arrivera. Et là encore, nous avons demandé à Maître Martin si cette mesure était potentiellement contestable ou pas. Et a priori, au vu des éléments sur lesquels s'appuie la France pour prendre cette disposition, qui est d'une part la sécurité du consommateur et le fait de devoir garantir un recyclage de qualité qui fait partie des critères qui sont exigés dans le cadre des directives européennes, il semblerait que cette mesure ne puisse être contestée, sauf à ce que, éventuellement, certaines entreprises ou certains pays ne la contestent en indiquant que cela serait potentiellement susceptible d'entraver la libre circulation des marchandises. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer à l'avenir. Mais voilà, à travers ces huiles minérales et probablement les MOA, donc les huiles aromatiques, minérales aromatiques, il est probable que la France, on se retrouve de nouveau un petit peu l'exception européenne. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait encore le catalogue des interprétations nationales des directives européennes faites par les autres États membres, puisque s'agissant d'une directive à l'inverse d'un règlement, chaque directive européenne doit être transposée en droit national et dès lors qu'on a atteint les objectifs, libre à chaque État membre de fixer les moyens et les outils. Donc ça veut dire que chaque État membre peut faire sa propre interprétation des directives. Donc, il est prévu pour les adhérents de l'IGPAC que nous fassions un état de l'art et un recensement des mesures qui seront prises justement par les autres pays de la Commission européenne. Et notamment, on verra si la France est la seule pour cette problématique des huiles minérales qui avait fait l'objet d'une enquête de la Commission européenne, pour lequel on avait espéré une restitution des résultats cette année, si ce n'est qu'ils ont simplement indiqué qu'ils envisageaient de pousser encore plus avant les éléments de l'étude avant de se positionner. Donc, un peu point d'interrogation par rapport à ce point-là. Ce qui va être interdit également en 2023, ce sera de servir des repas et des boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement de restauration dans des gobelets.
y compris leurs moyens de fermeture et couverts, des assiettes et des récipients non réemployables. Donc là encore, on voit que l'ensemble des établissements de restauration, et notamment c'est la restauration rapide qui est particulièrement visée, devront supprimer les emballages à usage unique et devront développer des formules d'emballage réutilisables. Dans le projet de décret que nous avons vu, il est indiqué que seraient concernés par cet article l'ensemble des établissements de restauration ayant une capacité d'accueil de 15 à 20 convives simultanés, terrasses comprises. Donc ça veut dire que c'est quand même la plupart des établissements de restauration qui vont être visés. 1er janvier 2025 sera également interdit l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, réchauffage et services en plastique dans des services de pédiatrie, obstétrique et maternité, centres périnataux de proximité. Je dirais que là, ça fait un renvoi à une complémentarité de l'article, enfin de la loi Egalim, qui avait fixé cette même interdiction pour les restaurations scolaires. Eh bien, ce qui avait été envisagé et ce qu'il est envisagé de mettre en place pour les enfants sera également mis en place pour les nourrissons, en fait. Dans ce qui va évoluer, au niveau des mentions d'affichage, il ne sera plus possible de mentionner, de faire figurer la mention compostable pour l'ensemble des produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne se fait qu'en unité industrielle. L'ensemble des emballages compostables, en compostage domestique ou industriel, devront porter la mention « ne pas jeter dans la nature ». Il sera également interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions biodégradables et respectueux de l'environnement ou toute autre mention équivalente. Et lorsqu'il sera fait mention du caractère recyclé d'un produit, il sera précisé le pourcentage de matière recyclée effectivement incorporée. Dans un projet de décret REP éco-organisme, il est prévu la mise en place de bonus en fonction du taux de matière première du taux de matière première issue du recyclage incorporé dans les emballages. À voir si dans le cadre, là aussi, du projet de décret, il y aura une distinction entre emballage alimentaire et non alimentaire, puisque d'un point de vue réglementaire, les emballages alimentaires à date ne peuvent intégrer que du PET recyclé, puisque pour les autres matériaux, il faudra démontrer les propriétés barrières fonctionnelles des couches extérieures et que donc, pour l'instant, cela reste à l'état d'études et de projets R&D. En termes de mention d'affichage, également, donc tout produit qui sera mis sur le marché à destination des ménages, hormis les emballages en verre, devront faire l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri. Il est ici dans le projet de décret, puisque celui-ci devait être publié fin octobre et qu'il ne l'est bien sûr toujours pas encore, il sera rendu obligatoire l'affichage du Triman. Avec une nuance, c'est que cet affichage devra s'appliquer sur les emballages destinés à la restauration, enfin destinés aux emballages que l'on va retrouver dans nos poubelles jaunes des consommateurs, mais il devra également être affiché sur les emballages de la CHR. Donc ça, c'est un point nouveau. Donc il y aura cette exigence d'appliquer le Triman. Et par rapport à l'éco-organisme chargé de la signalétique, il veillera à ce que l'information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d'apport évolue dès lors qu'il y aura une uniformisation de plus de 50% de la population. Donc là, on fait allusion au projet d'extension de consignes de tri. Ce qu'avait indiqué Citeo, c'est qu'il est en effet prévu qu'à partir de 2021, il y ait une modification
des mentions d'affichage et que donc pour l'ensemble des plastiques, il ne faudrait plus mettre à jeter, enfin pour l'ensemble des plastiques et pour les plastiques qui aujourd'hui n'étaient pas pris en compte et triés par les installations, on va dire, classiques. Donc, il est prévu qu'à partir de 2021, pour l'ensemble des plastiques, il y ait une modification des mentions d'affichage et que donc, pour tous les plastiques, on devra mettre la mention à trier et non plus à jeter. Nous n'avons pas d'informations précises sur la date à laquelle ce basculement se fera. Et à moins qu'ils aient fait un changement très très récent, mais semaine dernière encore, lorsque je regardais l'infoterie de Citeo, il n'y avait pas de mise à jour, donc il y avait toujours le point vert, pas forcément le Triman, et donc pas de modification de cette infoterie. Un point d'alerte aussi, parce que je ne sais pas si je le dis plus tard, ce qu'il va également faire, ce à quoi vous allez devoir également faire attention, c'est que si le Triman sera obligatoire donc sur les emballages ménagers et donc sur les emballages de la consommation café, hôtel, restaurant, il faudra que vous arrêtiez de faire figurer le point vert, sauf à avoir des pénalités. Donc le point vert va être aujourd'hui interdit d'affichage parce qu'on considère qu'il prête à confusion. Dans le projet de décret, il est indiqué que ce point vert, enfin, il est indiqué il pourra y avoir une reconnaissance des signalétiques faisant part de consignes de tri des autres pays et États membres de la communauté européenne. Aujourd'hui, il reste 2 pays en Europe qui demandent à ce que le point vert continue d'être affiché. Donc, il y a Chypre et il y a l'Espagne. Nous avons interrogé Ecoembes, qui est l'équivalent du Citeo espagnol, en leur disant, en France, nous envisageons d'interdire le point vert. Est-ce qu'en Espagne, il faudra continuer à l'afficher et quelles sont les conséquences dans le cas où nous ne l'afficherions pas? Et la réponse d'Ecoembes, c'est oui, il faudra bien sûr qu'il soit affiché et dans le cas où il ne le serait pas, eh bien là, l'entreprise risquerait d'avoir des amendes qui peuvent aller, je crois, de tête, il faudrait que je revérifie, de 450 à 9 000 euros. Cela veut dire que si l'un ou l'autre des entreprises présentes, vous exportez en Espagne et que votre emballage était par exemple franco-espagnol, eh bien là, il faudra malheureusement que vous fassiez un choix. Mais il faudra probablement que vous ayez 2 emballages distincts, un spécifique à la France et peut-être valable pour les autres pays de la communauté européenne sur lequel vous n'aurez plus le point vert, et un qui sera valable notamment pour l'Espagne et sur lequel vous ferez figurer le point vert. Ce qui va évoluer également dans les années à venir, donc une extension des REP, puisque on l'a vu jusqu'à présent, il y avait une éco-contribution et donc une REP pour l'ensemble des emballages servant à commercialiser des produits consommés et utilisés par les ménages. Vous allez avoir aussi demain une éco-contribution sur les produits qui seront consommés hors foyer. Donc là encore, on vise particulièrement tout ce qui est produits de consommation nomade vendus en CHR. Citeo a sollicité une extension de son agrément. Pour l'instant, c'est pareil. Je n'ai vu aucune information indiquant l'obtention de cette extension par Citeo, ni même d'informations pour savoir si d'autres éco-organismes avaient candidaté.
Pour ce qui est des emballages servant à commercialiser les produits consommés et utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par cette éco-contribution, il y aura une REP à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration pour lesquels ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 2021. Là encore, je n'ai pas forcément vu d'informations très précises. Il y a eu un projet de décret REP qui indiquait que les entreprises détentrices de moins de 1100 litres de déchets par semaine en volume pouvaient faire gérer leurs emballages par les services de collecte et de traitement des communes. Pour les autres, ils devraient procéder eux-mêmes à leur valorisation via un exploitant d'une unité de valorisation ou un intermédiaire. Pas beaucoup d'informations supplémentaires, pas d'informations pour savoir s'il y aura des obligations d'affichage, pas d'informations pour savoir s'il y aura des barèmes. Enfin voilà, pour l'instant, c'est encore très flou, quand bien même cette mesure est censée être mise en place à partir de 2021, donc à partir de demain. Dans ce qui va évoluer également au niveau des tarifications, le fait que l'ensemble des producteurs metteurs sur le marché et leur éco-organisme, donc devront prendre en charge l'ensemble des frais pour le recyclage des déchets consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant la collecte séparée. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il allait y avoir une extension des REP à la CHR, une obligation aux emballages de la CHR d'avoir des mentions d'affichage de consignes de tri et de triman. Eh bien, il est prévu que l'éco-organisme qui sera en charge de cette REP prenne en charge également la contribution à l'installation de corbeilles de tri de façon à davantage collecter les déchets que l'on peut retrouver sur les divers lieux publics. Est mentionné également qu'au plus tard, le 1er janvier 2022, une pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne pourraient intégrer une filière de recyclage en fin de vie sera fixée par arrêté. Cette loi a été votée au mois de février. Entre-temps, nous avons entendu parler de la taxe sur les plastiques votée par la Commission européenne de façon à pouvoir financer les impacts et l'ensemble des dispositifs de mesures liés à la crise du Covid. Et au niveau de la communauté européenne, il a été fait mention d'une taxe sur les plastiques, non pas à partir de 2022, mais de 2021, et non pas sur des plastiques non recyclables, mais sur des plastiques non recyclés. Donc là, c'est vraiment deux écarts différents. Est-ce qu'une mesure va supplanter l'autre ? Là encore, nous n'avons aucune information supplémentaire, bien que nous ayons alerté notre réseau de députés, de sénateurs et autres pour essayer d'avoir des informations donc, sur cette fameuse taxe plastique qui a fait la une de l'actualité énormément durant cet été, mais dont on n'entend absolument plus du tout parler depuis. Alors, j'espère que je vais pas trop vite. Donc, ensuite, ce qu'il va falloir mettre en place, donc là, c'est pas uniquement pour les entreprises de l'agroalimentaire, mais donc il s'agit d'une mesure pour les producteurs, importateurs ou utilisateurs de substances. Donc, à partir du 1er janvier 2023, donc, ils devront s'assurer que l'ensemble d'instructions d'emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l'environnement figurent sur ces produits. Les instructions devront être visibles, lisibles et indélébiles. Il va certainement y avoir des décrets d'application pour indiquer quel symbole ou quelle façon de communiquer pourra être utilisée.
Pour les entreprises du secteur de l'emballage, tout site de production à partir de 2022, production, manipulation et transport de granulés, devra être doté d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement. Ces sites feront l'objet d'inspections régulières par des organismes certifiés indépendants. Il devait y avoir publication du décret d'application fin 2020. Nous l'attendons toujours. Mais donc voilà, ça va supposer un certain nombre de mesures de contrôle et certainement d'outils et obligations pour garantir que les granulés plastiques ne fuient en aucun cas tout au long du processus de transport-stockage jusqu'à leur utilisation. Pour les entreprises de l'agroalimentaire, écoutez, vous étiez censé mettre en place avant le 1er janvier 2021 une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire qui comprenait la réalisation d'un diagnostic. Alors, je ne sais si de votre côté, vous avez eu des informations. Pour ma part, je n'ai rien vu qui permettent d'avoir des éléments d'information quant au contenu de la réalisation de ce diagnostic. Il est probable que celui-ci soit en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il est prévu et il est fait mention la mise en place d'un label anti-gaspillage alimentaire pour lequel, là encore, un décret d'application était prévu pour octobre ou novembre. Nous sommes en décembre, nous ne l'avons toujours pas vu. Donc, je ne saurais vous dire ce qu'il en est précisément de ce point-là. Par contre, il est quand même indiqué toujours dans cette loi AGEC qu'au plus tard, le 1er janvier 2030, tout metteur sur le marché ou importateur responsable de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions devront justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s'appliquera pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Donc là, on le voit, vous allez devoir de plus en plus mettre en place des processus d'amélioration de vos emballages et il y aura des contrôles. Donc c'est certainement pour ça qu'à la base, il était demandé un diagnostic, puisque si vous continuez à utiliser des emballages multicouches, on vous demandera de justifier de leur emploi, de leur non-substitution par un matériau monocouche, par exemple, ou de leur non-substitution par un emballage réutilisable, voilà. Mais voilà, pour l'ensemble des matériaux qui ne seront pas recyclables, il vous faudra justifier le fait que vous conserviez cet emballage. Et comme vous devrez justifier que vous le conservez pour des raisons techniques, il faudra donc que vous justifiez la recherche de solutions alternatives. Et dans tous les cas, il est demandé que vous réévaluez tous les 5 ans la possibilité de revoir la conception de ce matériau et de son impact par rapport aux produits alimentaires qui est contenu. Alors, on continue pour les industries de l'agroalimentaire, donc toujours dans ce fameux article 61. Puisque donc en tant que producteur, importateur ou exportateur, vous devrez encore justifier que les déchets engendrés à quelque stade que ce soit par les produits par les produits que vous fabriquez, importez ou exportez sont de nature à être gérés dans les conditions présentes au présent chapitre. Donc là, on revient sur la notion de recyclage, revalorisation, réutilisation.
Il est également fait mention qu'une autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché, ainsi qu'aux informations économiques détenues par les producteurs ou leurs éco-organismes. Il y a eu un décret qui a été publié tout récemment, qui est le décret 2020-1405, qui précise qu'à partir du 1er janvier 2022, cette autorité administrative, eh bien, c'est l'ADEME, et qu'il y aura une obligation pour l'ensemble des producteurs soumis au principe de la REP ou des REP, puisqu'on le voit, il y en aura une pour la CRHR et une également pour les professionnels de la restauration. Donc, tout producteur devra s'enregistrer donc auprès de cette autorité administrative, donc auprès de l'ADEME, qui vous délivrera un identifiant unique et auquel seront transmis chaque année pour chaque catégorie de produits. Donc, vous devrez justifier le justificatif de votre adhésion à un éco-organisme ou la création de votre système individuel de collecte. Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matières recyclées dans ces produits. Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant le cas échéant le flux des matières. Et les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets. Donc, on se rend compte que l'ADEME va avoir un vrai, devient une autorité administrative et donc va avoir un vrai pouvoir de collecte de données, de contrôle et donc d'orientation qui seront ensuite communiquées aux éco-organismes sur les objectifs à atteindre. Donc, il y a vraiment une très, très forte poussée sur les démarches qui devront être entreprises par les metteurs sur le marché au niveau des matériaux. Et je vous rappelle, comme vous aurez en plus établi un diagnostic et que vous aurez des mesures de justification de tel ou tel matériau que vous devrez revoir tous les 5 ans, eh bien, via l'ADEME, ce sera facile. De même que s'il y a cette fameuse taxe plastique mise en place qui avait été évoquée, eh bien, si l'ADEME, puisque vous aurez un identifiant unique auprès d'elle, si vous avez par exemple, des emballages qui concernent 2 ou 3 REP que vous avez mis sur le marché et que, comme vous aurez communiqué, vous ou votre éco-organisme, mais à travers votre identifiant unique, ils sauront dire précisément quelles sont les caractéristiques des emballages ménagers qui auront été mis sur le marché par votre intermédiaire. Eh bien, dans le cas où il y a la taxe plastique de réellement mise en œuvre, l'ADEME connaissant parfaitement les taux de collecte et donc de recyclage des différents flux matières, il leur sera facile, dans ces cas-là, de pouvoir calculer le montant de la taxe plastique et donc de faire en sorte que vous receviez une jolie adhésion à régler. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Dans ce qu'il va falloir mettre en place également, eh bien, c'est le développement, en fait, soit des produits non emballés et la prise en compte du développement du vrac. Il est prévu, là encore, la publication d'un décret, normalement, qui doit être publié avant la fin de cette année et qui devra préciser quels sont les produits de consommation courante qui ne seraient pas concernés par le vrac, sachant que ces produits qui ne seraient pas concernés doivent être des exceptions et qui doivent être justifiés pour des raisons de santé publique. Donc, un gros point d'interrogation, là encore, sur les aliments qui seront concernés et sur les mesures qui seront mises en place pour garantir quand même une traçabilité, une bonne information du consommateur, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des mélanges, par exemple, de l'eau, et puis éventuellement, peut-être aussi des mesures pour garantir
un meilleur suivi et un meilleur contrôle de la façon dont les produits sont mis dans les équipements destinés au vrac. Est-ce que les magasins lavent, par exemple, les contenants au fur et à mesure? Si un produit n'est pas versé en totalité dans ce contenant pour que le consommateur puisse ensuite se servir lui-même, comment est conservée la partie du produit alimentaire qui n'a pas été mis dans ce contenant, comment il est conservé, stocké et autres. Enfin voilà, j'espère que hormis les aspects sécurité publique des produits soumis à exception, j'espère qu'il y aura aussi des précisions sur les mesures à mettre en place de façon à ce que la sécurité sanitaire des produits soit quand même respectée tout au long de la chaîne. Pour les éco-organismes, ils vont devoir mettre en place des gammes standards d'emballage réemployables pour les secteurs de la restauration ainsi que pour les produits frais et les boissons. Ces standards seront définis au plus tard le 1er janvier 2022. Au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'informations sur ces mesures. Comme on parle de standards réemployables pour les secteurs de la restauration, là, ça prend en compte la filière de la CHR, pour lequel aujourd'hui, on ne sait pas si c'est Citeo ou si c'est un autre éco-organisme qui prendra en charge, enfin qui devra gérer cette filière. Pour les produits frais et les boissons, là, sans autre précision, on peut s'imaginer que sont potentiellement notamment visés les marchés du frais GMS. Voilà, donc là, ça rejoint le vrac. Et pour l'instant, il n'y a là non plus pas plus d'informations que cela. Sera créé un observatoire du réemploi et de la réutilisation avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire sera chargé d'évaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale. Il y a eu une publication de décret, donc cet observatoire du réemploi et de la réutilisation sera notamment piloté par l'ADEME, donc c'est notre fameuse autorité. Donc l'ADEME, avec des représentants d'organisations de consommateurs, d'organisations de metteurs sur le marché, d'organisations d'industriels et bien sûr les différents éco-organismes. Pour rappel, les éco-organismes et notamment Citeo, leur agrément s'arrêtera fin 2022. Donc, il est probable que l'ensemble des nouvelles mesures et des nouveaux objectifs seront fixés à partir de l'année prochaine et qu'on les verra dans les objectifs qui seront communiqués et donnés aux éco-organismes dans le cadre de leur agrément ou renouvellement d'agrément. Ce qu'il va falloir suivre, c'est toutes les mesures qui seront relatives aux mesures d'information consommateur. On a évoqué tout à l'heure l'obligation d'afficher le Triman. Ici, il est fait mention d'information consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou tout autre procédé sur les qualités et caractéristiques environnementales. Et là, on revient des emballages, notamment via l'incorporation de matières recyclées, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, réparabilité et autres. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté que le consommateur soit très au fait de ce dont sont composés les emballages mis sur le marché. Et ce qui peut être dommage, c'est que voilà, on va mettre en place des informations, mais sans forcément que le consommateur ait toute la connaissance. Donc, quid des interprétations
qui seront faites par la suite. Donc, ça va supposer voilà, de mieux communiquer auprès du consommateur. Donc, c'est ce que devra notamment faire normalement Citeo ainsi que les éco-organismes. Mais je pense qu'au niveau des entreprises, il faudra certainement également probablement aller au-delà parce que certains consommateurs pourront par exemple être surpris que dans l'agroalimentaire, il y ait aussi peu de matières recyclées utilisées. Il sera également mis en place un certain nombre de mesures, donc notamment un décret sera pris pour l'identification de substances dangereuses qui devront être également communiquées auprès du consommateur. Et bien sûr, dans ces substances dangereuses, il est principalement fait mention des propriétés de perturbations endocriniennes avérées ou présumées. Donc, un décret doit être publié, devait être publié au 31 décembre de cette année. Il est probable que ce décret ait également un petit peu de retard. Au-delà de ça, il sera envisagé, article 14, que lorsque des substances dangereuses donc perturbatrices endocriniennes auront été identifiées, il pourra être envisagé la création d'un pictogramme de façon à informer les consommateurs. Et donc, ce pictogramme pourra potentiellement donc, être imposé à tout fabricant de produits concernés pour lequel votre emballage pourra potentiellement avoir des perturbateurs endocriniens présumés. Et donc là, on revient un petit peu aussi notamment aux huiles minérales qui, elles, sont plutôt considérées comme CMR. Mais je pense que voilà, tout ça va être rebouclé. Donc pour les perturbateurs endocriniens et donc ce potentiel pictogramme qui sera affiché, il est prévu la publication d'un décret pour l'été 2021 pour une mise en application normalement en 2022, ce qui fait que ça laissera là encore que quelques mois pour réagir. Dans ce qu'il faudra suivre également, c'est le rapport parlementaire qui sera indiqué sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, et notamment compostables domestiquement. Donc, ce rapport devra être remis normalement fin de cette année. Pour l'instant, il sera établi notamment par l'ADEME. Donc, pour l'instant, aucune information par rapport à cet aspect-là. Mais il est probable qu'il y aura un certain nombre de modifications, de qualifications des emballages considérés comme compostables domestiquement, puisque quand on regarde cette loi AGEC, il est quand même fait mention que la qualification de compostable domestiquement se faisant dans des conditions idéales, elle ne retrace pas la réalité du processus de dégradation. C'est vrai que en France métropolitaine, nous n'avons quand même pas 25 degrés toute l'année pour pouvoir déclencher le processus de dégradation. Et donc, il a été observé qu'un certain nombre de matériaux compostables domestiquement n'étaient finalement pas suffisamment dégradés, mais étaient quand même utilisés par les consommateurs finaux qui mettaient finalement en terre des matériaux donc plus ou moins bien dégradés et donc que cela pouvait potentiellement générer une source supplémentaire
de plastique ou de déchets plastiques, donc dans les rivières et autres. C'est pour ça que, selon moi, il est probable que les critères d'évaluation, enfin que les critères de caractérisation d'un emballage home compost soient revus à la baisse. On verra ce qu'il en sera lorsque nous aurons pris connaissance de ce rapport. Il est fait mention aussi d'une expérimentation affichage environnemental. Pour l'instant, les projets de décret et les éléments montraient que cela concernait pour l'instant en priorité le textile. Donc, on est un petit peu mis de côté pour ce qui concerne l'emballage alimentaire. Le label anti-gaspillage alimentaire qui doit être institué. Là encore, il devait y avoir un projet de... Enfin, il devait y avoir publication d'un décret pour la fin de ce mois. Nous ne l'avons pas encore vu. Ce qu'il faudra suivre également, donc, c'est un décret qui devrait permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot intégrés dans des codifications d'informations des denrées alimentaires. Donc là, moi, ça ne me parle pas plus que ça. Mais voilà, un décret doit être publié normalement fin décembre de cette année. De même, pour les dates de durabilité minimale, pour lequel la DDM pourrait être accompagnée d'une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. Est-ce qu'il sera fait mention d'un délai supplémentaire ou pas? C'est un point d'interrogation. Là encore, toujours pas de publication de décret. Et j'ai vu quelques éléments montrant que la Commission européenne envisageait travailler également sur ce point-là. Alors, est-ce que la France va continuer à avancer de ce côté? Est-ce qu'elle va rejoindre les groupes de travail de la communauté européenne? C'est un petit peu le point d'interrogation. Après, ce qu'il faudra suivre, mais là, c'est de façon un petit peu plus large, ce sont les travaux de la Commission européenne au niveau du règlement cadre 1935-2004. Donc, règlement cadre qui a été fait en 2004, donc qui donc aujourd'hui a 16 ans. Il y a des travaux et des groupes de travail qui sont constitués pour la mise à jour de ce règlement cadre. Et dans cette mise à jour, donc il est indiqué qu'il y avait, et ils en ont conscience, des télescopages et des contradictions entre ce qui est demandé aux entreprises de l'agroalimentaire et de l'emballage pour tout ce qui concerne exigence, aptitude au contact alimentaire, et que cela se télescopait avec ce qui est demandé d'un point de vue environnemental. Si on regarde la fiche des GCCRF des papiers cartons, cela ne vous a sans doute pas échappé qu'il est fait mention que cette fiche des papiers cartons aptitude au contact alimentaire s'applique pour les emballages primaires, c'est normal, secondaire, mais aussi tertiaire, ça pose un petit peu plus de problème, sauf à ce que vous démontriez les propriétés barrières fonctionnelles de votre emballage primaire. Il était indiqué dans cette fiche que des travaux étaient en cours. Nous avons sollicité la DGCCRF pour savoir ce qu'il en était de ces travaux, quelles hypothèses avaient été retenues, quelles considérations de temps, de température, de produits. Et il nous a été retourné que finalement, il n'y avait pas de travaux. Donc, nous allons nous lancer un groupe de travail sur ce sujet parce que le Conseil de l'Europe a publié en début d'année un avis à consultation concernant la fiche des papiers cartons qui reprend à 95% la fiche française. Donc, cela veut dire que ce qui est pour l'instant l'équivalent d'une fiche française peut devenir demain, via le Conseil de l'Europe qui le remontera au niveau de la communauté européenne, de la Commission européenne, pourra être demain une réglementation, et donc il faut s'y préparer au mieux. Parce que l'objectif n'est pas non plus que vous tapissiez vos caisses américaines d'un film aluminium pour pouvoir garantir les propriétés barrières fonctionnelles et la non-migration de certaines molécules, telles que les huiles minérales qui sont particulièrement ciblées, mais aussi les amines aromatiques primaires. Et
dans le cadre des travaux de la communauté européenne, il est quand même fait mention que dans le cadre du règlement 1935-2004, priorité serait donnée aux encres, au vernis, au papier et au carton. Et que dans le cas où il y aurait opposition entre des règlements ou des textes de loi relatifs à l'aptitude au contact alimentaire et donc à la sécurité du consommateur, et que ces éléments-là se télescopaient par rapport à des mesures en faveur du recyclage de l'environnement, priorité serait donnée à la sécurité du consommateur. Derniers travaux qui sont aujourd'hui en cours, ce sont les travaux de la Commission européenne, donc sur les évolutions réglementaires du 2028-2008. Donc là, c'est notamment ce qui concerne les plastiques recyclés. Et donc, dans ces extraits-là de discussion que je vous ai mis, il est indiqué que pour pouvoir développer des matériaux aptes au contact alimentaire issus de matériaux recyclés, il était envisagé, là encore, ce ne sont que des discussions, mais qu'il était envisagé que demain, on ait recours à de nouveau 2 poubelles distinctes, une avec les emballages alimentaires, l'autre avec les emballages non alimentaires, avec 2 filières de collecte avec 2 filières de transport, 2 filières de tri, pour que, en aucun cas, des matériaux non alimentaires puissent être intégrés et recyclés et régénérés avec des matériaux alimentaires, puisque vous le savez, dans le cadre de matériaux destinés au contact alimentaire, nous, notamment au niveau des plastiques, bien évidemment, il est fait mention d'une liste positive, et que donc il est probable qu'un certain nombre de molécules soient utilisées dans les matériaux plastiques non alimentaires, qu'il nous sera difficile d'identifier si nous ne les connaissons pas précisément, et il nous sera donc d'autant plus difficile de démontrer l'aptitude au contact alimentaire de ces matières issues du recyclage. Et enfin, dernier point, je m'arrêterai là. Le cahier des charges des éco-organismes, je voulais indiquer, dont l'agrément s'arrêtera en 2022, donc à partir de l'année prochaine. Il y aura des commissions de discussion et de travaux ministériels pour fixer les objectifs qui seront donnés aux éco-organismes dans le cadre de leur agrément pour les périodes 2023-2029. Je vous remercie de votre attention. J'ai terminé pour ma part. Merci. Ce que je te propose, il y a eu 2 questions. Si tu veux, je peux te les lire. Donc, la première question, est-ce qu'il faut indiquer le pourcentage exact de matières recyclées ou le pourcentage minimum d'incorporation? Alors, le décret précisera, je pense, plus précisément les éléments. Donc, je vais faire une réponse relativement prudente. Pour moi, il faudra indiquer le pourcentage de matières recyclées dans le poids total de l'emballage. Mais ce sera certainement précisé ultérieurement dans un décret. Merci beaucoup. Et le deuxième point, c'était de savoir si le Portugal et la Grèce allaient conserver ou non le point vert. Alors, moi, d'après ce que alors, aujourd'hui, pour le Portugal et la Grèce, ils ne font plus partie des pays pour lesquels le point vert est obligatoire, reste obligatoire. Quand moi, j'ai interrogé l'association Point Vert, les 2 seuls pays pour lesquels la position du point vert reste obligatoire, c'est Chypre et Espagne. D'accord, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ah si, il y en a une qui vient d'arriver. Ah bah non, c'était juste un remerciement, écoute, pour ta réponse.
Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas, hein, vous avez les coordonnées de Sylvie, envoyez-lui les questions par mail et puis contactez-la pour avoir plus d'informations sur le suivi et le conseil que propose l'IGEPAC. Moi, je vais clore la réunion par le rappel d'outils et de dispositifs d'aide régionale pour accompagner vos innovations et notamment vos innovations en matière d'emballage. Donc, Sylvie, je vais te laisser peut-être fermer ta présentation pour que je puisse lancer la mienne, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah non, zut. Voilà, normalement, c'est bon. D'accord. Bah, écoute, je vais donc, dans ces cas-là, voilà, mettre la mienne. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez, enfin, est-ce que toi, en l'occurrence, tu vois bien la présentation? Oui, tout à fait. Super, ok, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par un bref rappel sur des outils qui sont disponibles en libre accès sur le site de Cap Aliment, qui vont bientôt basculer sur le site du Technocampus Alimentation, mais pour l'instant, ce site-là est toujours valable. Vous avez tout d'abord un annuaire qui récapitule l'ensemble des prestataires et fournisseurs de l'agroalimentaire. Donc, si vous souhaitez notamment innover, aller plus loin en matière de renouvellement, développement de votre gamme d'emballage, vous pouvez y trouver notamment des contacts en termes de fournisseurs d'emballage, mais vous retrouverez aussi des contacts en termes de prestataires qui peuvent vous accompagner, dont bien entendu le contact de l'IGEPAC. Vous avez aussi le guide des compétences qui récapitule l'ensemble des laboratoires de recherche et écoles qui peuvent vous accompagner sur vos thématiques d'innovation, quelles qu'elles soient, bien entendu, mais vous avez également des compétences qui sont spécifiquement dédiées à l'emballage. Vous avez également deux autres outils qui concernent plus spécifiquement les stages étudiants. Si vous souhaitez, par exemple, faire évoluer votre gamme d'emballage, que vous avez besoin d'appui complémentaire, vous pouvez retrouver l'ensemble des stages qui sont accessibles et proposés par les écoles, ainsi que les périodes pour déposer vos demandes. Alors, ça peut être des écoles, évidemment, dédiées à l'agroalimentaire, mais vous avez aussi des écoles plus spécifiquement dédiées, par exemple, au design, si vous souhaitez travailler sur cette problématique-là plus spécifiquement, ou à la réglementation, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas, hein. De toute façon, ces outils-là, ils sont consultables H24 sur le site internet de Cap Aliment. Et puis, je vais vous présenter, alors bien entendu, c'est absolument pas exhaustif, mais quelques dispositifs de cofinancement proposés par la région des Pays de la Loire et qui peuvent vous accompagner dans votre processus de développement et d'innovation. Tout d'abord, un dispositif, et c'est assez intéressant parce que c'est le seul qui est ouvert aux porteurs de projets, qui peuvent être personnes physiques sans avoir forcément un statut industriel, et qui est également ouvert aux TPE. Ça permet par exemple d'accompagner des études de faisabilité, si vous voulez modifier une gamme d'emballage, ou la mise au point d'un nouvel emballage, et c'est sous forme d'une subvention qui couvre 70% maximum du coût total hors taxe de la prestation, avec une aide qui est plafonnée à 7 000 €. Donc, c'est un petit dispositif, mais qui peut être un petit coup de pouce pour débouter une innovation. Un autre dispositif qui est un appel à innovation spécifiquement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire du futur, qui vient de s'ouvrir la semaine dernière et qui restera ouvert jusqu'au 26 février, qui permet, lui, de financer jusqu'à 20 000 € un solutionneur pour qu'il apporte une réponse à une de vos problématiques innovantes. Et pour info, cela fait plusieurs années de suite qu'on a des dossiers qui sont déposés justement pour revoir toute une gamme d'emballage, notamment suite aux évolutions réglementaires. Donc, l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il est ouvert aussi bien aux groupes industriels qu'aux PME qu'aux TPE. Donc, à tout type d'entreprise agroalimentaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien sur le site internet. La candidature est à renseigner en ligne, est très simple. Il suffit de rédiger une feuille A4 sur votre problématique. Et puis après, il y a un jury, en fait, comme c'est un concours, et il y a environ 5 lauréats qui sont retenus chaque année. Un autre dispositif qui permet d'aller un peu plus loin, c'est un dispositif qui s'appelle Pays de la Loire Accès Innovation, qui est cofinancé et géré par BPI France, qui permet de financer de la recherche industrielle, du développement
expérimentales, des travaux par exemple de conception de nouvelles gammes d'emballage. Il permet également de financer de la validité et de la faisabilité technico-économique. Et là, en fait, le dispositif l'aide va couvrir 50% de l'assiette des travaux avec un plafonnement à 50 000 €. Donc, on est sur voilà, une progressivité en matière de dispositifs d'accompagnement financier. Et pour finir, alors il en existe bien d'autres, hein, mais voilà, je voulais terminer avec celui-ci. Celui-ci, c'est un dispositif de la région Pays de la Loire, l'appel à projet R&D collaborative, qui permet de financer des projets d'assez grande ampleur, hein, pouvant aller jusqu'à un budget global d'1 million d'euros et une durée de 2 ans. Et il faut qu'il y ait un minimum de 3 partenaires, dont 2 entreprises, dont une PME. Et donc après, vous pouvez travailler avec un labo de recherche ou un centre technique ou une 3e entreprise. Et vous avez des taux d'aide qui varient en fonction en fait de la taille de l'entreprise, donc 60% pour une TPE, 50% pour une PME et 30% pour un groupe. Ça, c'est de l'ensemble évidemment des dépenses qui sont éligibles. Et l'intérêt, c'est que si vous travaillez avec un partenaire de recherche académique, un labo, 100% de ces coûts en fait seront pris en charge. Voilà, c'est un dispositif qui est quand même relativement lourd, hein, vous l'avez vu, pour des projets de grande ampleur. Donc, si vous souhaitez plus d'informations là-dessus, je vous invite à vous rapprocher des pôles de compétitivité. Alors, en région, ce sera notamment Valorial et VG Police-Vallée qui pourront vraiment vous accompagner sur ce dispositif bien particulier. Si vous avez de toute façon des questions sur les différents dispositifs d'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement. Il en existe une multiplicité d'autres, on ne peut pas tous les citer, mais on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller. Et puis juste en conclusion, je voudrais vous citer quelques-uns des événements qu'on va organiser début 2021 pour que vous preniez d'ores et déjà date. Alors, malheureusement, compte tenu de l'évolution du contexte sanitaire, on va encore les maintenir au moins sur les 3 premiers mois en webinaire. Donc, le premier événement, il est co-organisé notamment avec le labo de recherche CECALIM et il concernera en fait la surveillance microbiologique de l'environnement de production dans les industries agroalimentaires. Il aura lieu le 13 janvier de 13h30 à 15h. Vous recevrez bien entendu rapidement une invitation avec le formulaire d'inscription. Le deuxième événement, donc, il sera dédié au décryptage des différents dispositifs d'aide accessibles aux industries agroalimentaires et notamment avec un focus sur le plan de relance dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle et ses déclinaisons spécifiquement pour la filière agroalimentaire. Et celui-là, il aura lieu le 28 janvier de 10h30 à 12h en partenariat avec les services de l'État et de la région des Pays de la Loire. Le troisième événement, il est dédié à la présentation d'un certain nombre d'outils pour financer votre R&D, notamment un focus sur les travaux qui sont éligibles au crédit impôt recherche, pardon, et il sera organisé en partenariat avec la société EFI Group, donc le 2 février de 10h30 à midi. Un événement qui sera, lui, dédié à la traçabilité et aux outils de l'IoT en agroalimentaire, qui aura lieu le 9 février en partenariat avec le PASCA, qui est donc un centre technique qui est vraiment dédié à la logistique et à la supply chain. Et puis, un événement pour vous présenter les nouveaux modèles économiques dans l'agroalimentaire, avec notamment un focus sur l'impact de la crise sanitaire, savoir comment ça a impacté les modèles économiques et quels sont les modèles innovants qui ont émergé pour faire face à cette crise, avec notamment le témoignage d'un certain nombre de startups de la food tech. Et ça aura lieu le 25 mars de 10h à 12h. Alors, un événement qu'on souhaiterait en présentiel, qui aura lieu le 30 mars, qui est une journée dédiée à l'innovation en immersion, avec un certain nombre de focus sur la cross-fertilisation, c'est-à-dire comment se servir en fait des bonnes idées, des bonnes pratiques ou des nouvelles technologies d'autres secteurs industriels pour les appliquer et se les approprier dans l'agroalimentaire. Donc, c'est une journée avec un mix de conférences, de tables rondes et d'ateliers, donc qui nécessite évidemment une présence physique.
Donc cet événement, c'est sous réserve quand même que les contraintes sanitaires aient évolué d'ici là. Et enfin, pour terminer, le 13 avril, donc une réunion qui sera dédiée à la présentation d'un tout nouvel outil en fait sur la fiscalité de la propriété intellectuelle, l'IPBox, et qui sera organisée en partenariat avec VG Police Vallée. Voilà. C'était l'objectif de vous présenter quelques-uns des événements qu'on organise au premier trimestre. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions complémentaires, vous avez nos contacts. Et puis, comme je vous le disais en introduction, le webinaire a été enregistré et donc le lien de téléchargement va vous être envoyé. Un grand merci à Sylvie pour sa disponibilité et pour son intervention. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Je vous remercie et d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci Viviane.